Les agents de l'État sont partout et nous accompagnent au jour le jour pour mieux les connaître. Chaque mois sur Télé Grenoble, nous feuilletons ensemble Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service. Bonjour à tous. Au sommaire de ce numéro 77, les pompiers. Ils sont un peu plus de 5000 en Isère, professionnels et volontaires. Ils réalisent plus de 200 sorties chaque jour. Dans le journal, le dispositif des quartiers de reconquête républicaine, dans notre agglomération enfin, et une ministre à l'école des pupilles de l'air. Courage et dévouement, c'est la devise des sapeurs-pompiers. Dans notre département, ils réalisent plus de 80 000 interventions par an, plus de 200 chaque jour. Un chiffre qui enfle inexorablement, notamment pour prendre en charge les secours médicaux, les secours aux personnes. Une organisation qui repose sur des agents professionnels et sur des volontaires. On en parle avec le contrôleur général André Benkemoun, directeur du SDIS de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours, pas tout à fait des agents de l'État d'ailleurs. C'est une action mixte. On agit pour le compte de l'État, mais on est avant tout une collectivité territoriale. Donc c'est un service qui a été départementalisé. Historiquement, les pompiers étaient sur les communes. Et en 1996, l'évolution des risques avait montré que l'échelle communale était plus tout à fait adaptée pour appréhender les risques, a transféré tous les moyens au sein de ce service, qui a pris le nom de service départemental, qui est maintenant l'échelle la mieux adaptée en tout cas pour gérer les moyens et surtout faire l'analyse des risques. Alors d'ailleurs, le président du SDIS est un conseiller départemental. C'est un service qui a deux autorités. Le président du conseil d'administration, Jean-Claude Perrin, qui est vice-président du département de l'Isère, qui s'occupe de tout ce qui est la gestion des ressources, et puis l'autorité du préfet qui organise la distribution des secours. Le département qui est un des gros financeurs du SDIS, c'est quoi? C'est 100 millions d'euros de budget de fonctionnement? C'est 100 millions d'euros de budget de fonctionnement et 53,4 millions d'euros qui sont emportés par le département, qui est le premier financeur, effectivement. Une vingtaine de millions d'euros d'investissement. Pour du matériel, alors il y a 1 millier d'engins et de véhicules en tout genre, du matériel qui coûte très cher. Oui, une échelle, c'est le prix d'un scanner, c'est 650 000 euros. On a 22 grandes échelles dans le département. Une ambulance, c'est un peu plus de 200 000 euros. On en a 140. Donc voilà, c'est un parc conséquent qui demande de l'investissement, vous venez de le dire, mais aussi beaucoup d'entretien pour qu'il soit disponible tous les jours de l'année, sans exception. D'ailleurs, il y a du personnel spécialement formé pour l'entretien de ce matériel, évidemment. Tout à fait. Au sein du SDIS, on retrouve, vous l'avez dit, des pompiers professionnels, des pompiers volontaires, c'est les plus nombreux, et aussi des personnels administratifs et techniques qui travaillent dans toutes les fonctions support, mais qui sont les fonctions essentielles aussi pour la distribution des secours et les missions de prévention. Alors, on en parle un peu moins parce qu'ils sont peut-être un peu moins en tenue, ils ne sont pas en rouge, mais il y a 200 personnes, c'est ça? C'est 200 personnes à peu près, oui. Pour les services support. Alors maintenant, pour les personnes qui sont véritablement sur le terrain, des professionnels, des volontaires, quelle proportion? La plus grosse proportion, ce sont les sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont 4200 en Isère et on a à peu près 830 sapeurs-pompiers professionnels. Historiquement, c'est le volontariat qui était premier dans l'organisation des secours. C'était la volonté des citoyens au niveau des communes de s'associer, de se regrouper pour faire face aux aléas de la vie. Et d'ailleurs, quand on va consulter les archives de certaines communes, on peut retrouver les premières traces d'organisation des sapeurs-pompiers qui datent du début du 19e siècle. Et cette organisation était suffisamment pertinente pour qu'elle se poursuive encore aujourd'hui, malgré toutes les évolutions qu'on a connues, et qui reste le socle de l'organisation. Et à côté de ce premier élément historique, sont venus ensuite les sapeurs-pompiers professionnels, surtout sur les territoires à très forte sollicitation opérationnelle, où lorsque la technicité s'est développée et qu'elle demandait un volume d'entraînement, une disponibilité pour maîtriser tout cela, qui n'était plus tout à fait disponible avec le volontariat. Donc un peu plus de 5000 hommes et femmes d'ailleurs. Tout à fait. 22% de nos effectifs sont des femmes et le volontariat accueille des hommes comme des femmes. Il n'y a aucune difficulté là-dessus, contrairement aux croyances. Le SDIS de l'Isère, c'est un des plus importants de France? Oui. Il est important? On fait partie des 10 gros services de secours en France. C'est quoi, plus d'une centaine de casernes au total? C'est 113 casernes, on est implanté sur 115 sites, puisqu'à côté des casernes qui distribuent les secours, il y a un état-major, un centre de formation qui est à la côte Saint-André, et puis une plateforme logistique qui est installée à Voiron, puisque
notre action a besoin en permanence, pour assurer la continuité jour, nuit, vacances, que la chaîne logistique fonctionne de manière continue. Effectivement, alors vous évoquez cette chaîne logistique, on évoquait le bon entretien du matériel, et puis il y a aussi une étape essentielle dans l'alerte, c'est le CTA, le centre de traitement des appels. Le centre de traitement des appels qui se trouve à Fontaine, qui est l'endroit où on accueille chaque année à peu près 5000 appels des citoyens. 500 000 appels des citoyens. Pardon. C'est plus d'1 millier d'appels par jour. Tout à fait. Lorsque les citoyens demandent des secours, c'est là que ça... Et c'est la tour de contrôle qui permet d'engager, de distribuer les secours sur tout le territoire du département de l'Isère. Un travail essentiel, parce qu'on sait qu'une alerte bien donnée, c'est un secours bien engagé. Tout à fait. Travail essentiel qui est le début de la chaîne de secours. Alors c'est là qu'aboutissent les appels au 18, au 112. 18 et 112 sont accueillis à cet endroit-là. Voilà, qui sont censés traiter l'urgence. Alors oui, les gens ont tendance à composer le 18 ou le 112, des fois pour des choses qui sont un petit peu moins urgentes. Mais voilà, on accueille tout et on traite au mieux. Parce qu'il faut dire que le nombre d'interventions des sapeurs-pompiers, en Isère, mais comme partout ailleurs, a considérablement augmenté ces dernières années. C'est près de 82 000 interventions par an dans le département. Oui. Alors, pour être spectateur, 82 000 interventions, ça ne leur dit rien. C'est 220 missions de secours par jour. C'est-à-dire qu'entre le début de cette émission et la fin, on va avoir fait au moins 4 missions de secours et on aura secouru 3 Isérois. Ou vacanciers, puisqu'on est en période de vacances. Oui, en période de vacances, effectivement, il y a beaucoup de secours aux touristes aussi. Ça veut dire plus de 220 interventions par jour. C'est quel type d'intervention ? 80% de nos missions aujourd'hui, c'est du secours aux personnes. Que ce soit du malaise dans la rue, de l'accident de la route, quelqu'un qui se blesse sur son lieu de travail. Mais alors, le sapeur-pompier, soldat du feu, c'est un petit peu galvaudé, du coup. C'est une image d'Épinal qui ne correspond plus à la réalité. C'était la réalité, comme j'évoquais tout à l'heure, au début, historiquement, il y a 100, 150 ans. Aujourd'hui, les modes de vie ont changé. On a de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Et puis, les politiques de santé conduisent aussi, il y a une volonté, et on peut penser que c'est une bonne chose, de maintenir les personnes âgées le plus longtemps à leur domicile, favoriser les gens qui ont été hospitalisés vers leur lieu de résidence de manière la plus rapide. Ce phénomène-là, conjugué avec la désertification des personnels de santé dans certains quartiers comme en milieu rural, font que les citoyens se trouvent dans des situations où de plus en plus souvent, ils sont seuls et ils nous sollicitent. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'en 10 ans, ce type de mission a progressé de plus de 40%. Alors on évoquait les incendies, il y en a quand même encore 7000 en Isère sur lesquels les pompiers interviennent. 1 millier d'incidents technologiques ou chimiques, ce qui est quand même un chiffre important, parce qu'il faut dire qu'il y a des équipes spécialisées au sein du SDIS. Alors, tous les pompiers savent faire le métier de base, c'est-à-dire éteindre un feu, porter secours, et quelques-uns, en plus de cette compétence de base, acquièrent une spécialité. Ça peut être plongeur, ça peut être dans le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux, qu'on appelle le GRIM dans notre jargon. Ça peut être sur le risque chimique, ça peut être en matière de sauvetage des blêments. C'est complémentaire à l'action de secours, aux missions de secours de base. Un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années, vous le disiez, le matériel, la technicité du matériel, les techniques ont évolué et le métier du coup a évolué aussi. Le métier a évolué, je dirais comme tous les métiers, on n'échappe pas aux évolutions de la société. Il y a 30 ans, ce qu'on demandait à un sapeur-pompier, c'était d'avoir de grosses capacités physiques, parce que la technicité n'est pas très développée et l'effort qui était demandé en intervention était très conséquent. Aujourd'hui, il y a énormément de matériel qui appuie la mission du sapeur-pompier. Et donc, le sapeur-pompier doit surtout avoir une bonne condition physique. Ce n'est pas de la puissance musculaire qu'il a besoin pour être capable, comme cette saison, se lever à 2 heures du matin, sortir dans des conditions climatiques difficiles pour conduire sa mission. Donc, c'est plutôt une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie pour la tenir le plus longtemps possible qui sont nécessaires. Et puis, des capacités à maîtriser toute la technique qui est à sa disposition pour pouvoir agir. Ça, c'est important parce qu'effectivement, ça casse une image d'Épinal qu'on a en tête. Et je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles qui s'interrogent. Est-ce que je serais capable physiquement d'être sapeur-pompier ? Vous dites que ce n'est pas la condition sine qua non. Tout le monde peut être sapeur-pompier volontaire. Il n'y a pas de
d'obstacles majeurs, sauf si on a des infirmités ou des choses. Mais a priori, tout le monde peut accéder. C'est plutôt de la volonté, du temps disponible et une capacité à se former pour être au service des concitoyens. On recrute plus de bénévoles en Isère qu'il n'en part. Donc la balance est positive, si j'ose dire. Vous recrutez toujours des volontaires ? On recrute toujours. L'enjeu, c'est un peu celui-là, c'est surtout de permettre aux pompiers volontaires de concilier cet engagement avec leur vie, qu'elle soit familiale, professionnelle. Et donc, on développe un certain nombre d'actions pour leur permettre ça. Soit en conventionnant par exemple avec leurs employeurs pour qu'ils puissent être autorisés à quitter leur activité pour venir se former ou pour partir en intervention, mais aussi en valorisant les compétences qu'ils acquièrent chez nous d'encadrement, de travail dans des process complexes, pour qu'ils puissent les valoriser au sein de leur emploi. Ou pour certains, pour des étudiants, ça fait partie maintenant des modules, l'engagement de sapeur-pompier volontaire qui peut être valorisé par exemple dans un cursus de master. Bon, alors ça, c'est pour les sapeurs-pompiers qu'on voit sur le terrain. Et puis, il y a aussi toute l'action des sapeurs-pompiers qu'on ne voit pas. Hein. C'est les actions de prévention. Alors, c'est le deuxième volet du métier de sapeur-pompier, hein, la prévention contre les risques d'incendie. C'est un métier qui ne s'adresse pas directement au grand public. Par contre, le grand public en bénéficie. C'est que chaque fois qu'il se construit un bâtiment ou qu'il y a un bâtiment qui existe déjà et qui reçoit du public, quelle que soit la forme, que ce soit un magasin, un cinéma, une piscine, une église, il y a des règles de construction pour pas qu'il y ait d'incendie. Et donc, on travaille au bénéfice des architectes, on travaille au bénéfice des maires, qui ont la responsabilité du respect de ces réglementations sur leur territoire, et de faire en sorte que quand il y a des établissements qui se créent ou quand ceux qui existent fonctionnent, les citoyens puissent y aller en toute sécurité. Et pour conclure, on peut rendre hommage à vos hommes et femmes qui font les rangs des sapeurs-pompiers. Certains paient très cher leur dévouement, parfois de leur vie. 4 morts ces dernières semaines, ces derniers mois. L'année 2019 est tragique avec 4 morts depuis le 1er janvier. Depuis 10 ans, 102 soldats du feu ont péri en service commandé. Merci beaucoup, monsieur le contrôleur général André Benkemoun, d'avoir été avec nous. Vous restez sur le plateau pour le journal. Le réaménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau, officiellement présenté en préfecture, aux côtés des présidents de la métropole et du département, en présence aussi du PDG d'AREA. Lionel Beffre a rappelé l'intérêt du projet, à la fois pour les usagers et les acteurs économiques. Le préfet a insisté sur la fluidification du trafic et sur l'importance de limiter à 70 km/h la portion entre le pont du Vercors et Louise Michel. Le dispositif des quartiers de reconquête républicaine étendu à Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Air. Ce sont les Villeneuve, Renaudie et Chamberton qui en bénéficieront. En priorité, un renfort des policiers nationaux est annoncé, notamment pour la mise en place de groupes d'action antidrogue. Reportage. Les quartiers de Villeneuve de Grenoble, d'Échirolles et Renaudie-Chamberton à Saint-Martin-d'Air dans le dispositif des quartiers de reconquête républicaine. L'objectif est de renforcer la sécurité et d'accroître le niveau de confiance de la population envers policiers et gendarmes. C'est l'ex-ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lors de sa venue sur le territoire, qui avait annoncé ce dispositif, mais aussi d'autres mesures. Il y a déjà 2 choses qui ont été mises en place très rapidement. Plus 20 effectifs policiers en décembre dernier, qui a permis de créer le groupe d'action antidrogue ici, à Grenoble. Et la deuxième chose, la CRS, elle est positionnée à Grenoble et elle fait aussi du travail par sa présence de lutte contre la drogue dans des quartiers qui sont identifiés comme étant des quartiers de trafic. Le groupe d'action antidrogue est né après des demandes de la population en termes de sécurité. Même si tous les policiers sur Grenoble luttent déjà contre les stupéfiants, ils doivent aussi répondre à d'autres missions. Le but de cette strate est donc d'être plus réactif en intervenant sur un seul dossier à la fois. Il nous fallait une strate d'un groupe qui soit en capacité à la fois de faire de la voie publique, mais de l'investigation, c'est-à-dire de surveiller, de caractériser les infractions, d'interpeller, d'acter en procédure et de présenter sur un court terme, parce que l'objectif, ce n'est pas de s'engager dans des investigations de plusieurs mois, un dossier qui caractérise un point de deal sur un endroit désigné avant que ce point de deal ne se structure et qu'on obtienne une décision immédiate.
Pour effectuer son travail, le groupe d'action antidrogue dispose notamment d'un appareil photo et d'un caméscope. Le parquet de Grenoble, lui, mettra 2 magistrats en charge des stupéfiants. Un seul ne l'est actuellement. Nous allons aussi développer ce qu'on appelle les comparutions immédiates, c'est-à-dire donc des réponses judiciaires rapides et fermes, puisque à la sortie de la garde à vue, donc les revendeurs de drogue qui auront été interpellés passeront en comparution immédiate, menottes au poignet, et iront se faire juger très vite. Et je l'espère donc pour des peines qui seront plus sévères, parce que le trafic de stupéfiants mérite donc des peines sévères. Pour rappel, la détention, l'acquisition ou la revente de produits stupéfiants peut être sanctionnée de 10 ans d'emprisonnement. Et au total, donc, dans le cadre de ce dispositif, depuis septembre dernier, ce sont 70 policiers supplémentaires qui ont été annoncés pour notre agglomération. Le surendettement, une spirale infernale. Le nombre de dossiers déposés en 2018 en Isère a certes reculé de plus de 9%, mais cela représente encore 3000 cas étudiés par la commission départementale et la moitié avait déjà donné lieu à une instruction l'année précédente. Une visite ministérielle à l'école des pupilles de l'air. Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, s'est rendue à Montbonneau, où l'établissement accueille 700 jeunes. Il est d'ailleurs le seul lycée de la défense de l'armée de l'air en France. Reportage. Garde à vous, c'est l'arrivée de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, à l'école des pupilles de l'air de Montbonneau. Seul lycée de la défense de l'armée de l'air en France, l'établissement abrite environ 700 élèves de la 6e à la classe préparatoire. Je me suis inscrit à cette école dans le but de devenir officier et surtout devenir pilote. C'est comme tous ceux qui sont ici en classe préparatoire, c'est dans ce but-là qu'on est arrivé ici. J'aimerais être psychologue, donc complètement à part, mais si possible dans l'armée. Voilà. Moi, c'est avant tout pour les valeurs de l'école, donc tout le respect des 3 valeurs de la République, donc liberté, égalité, fraternité, tout ça. Mais derrière leurs uniformes, ces élèves suivent des cours classiques. Ils font du sport, de la musique, mais aussi du français et des mathématiques. La plupart d'entre eux sont internes et ne rentrent voir leur famille que pour les vacances. Il y a 2 missions en fait à l'école des pupilles de l'air. La première, qui est la principale, c'est l'aide à la famille. En fait, on vient aider des familles qui sont parfois en difficulté ou alors qui ont des contraintes fortes liées à l'engagement en opération, puisque 70% de nos élèves sont issus de parents qui travaillent au ministère des Armées et qui peuvent partir en opération. Ou alors, on vient aussi soulager certaines familles qui sont un peu plus en difficulté au regard de leur vie personnelle. Durant sa visite, la secrétaire d'État a pu souligner les initiatives prises par les élèves au conseil de vie lycéenne. J'ai trouvé beaucoup de maturité aussi chez les lycéens dans les initiatives qu'ils ont prises. Par exemple, le conseil de vie lycéenne, j'ai trouvé que tout ça a été, très mature, très bien exposé et avec de très beaux enjeux. Et certains de ces enjeux, les voici. Ils comptent par exemple lutter contre le harcèlement scolaire et le gaspillage alimentaire. Et après les pupilles de l'air, la secrétaire d'État s'est rendue à Vars pour saluer le 7e BCA, le bataillon de chasseurs alpins. Elle y a particulièrement évoqué les conditions de vie des militaires et de leurs familles. Un premier bilan pour l'hébergement d'urgence en cette période hivernale. À mi-parcours, le 15 février dernier, 98% des places mobilisées étaient occupées. Le dispositif est normalement actif jusqu'au 31 mars prochain. Jardiniers, attention, le brûlage à l'air libre des déchets verts est interdit. C'est le cas d'ailleurs depuis plusieurs années, mais la pratique a la vie dure. Pourtant, les contrevenants s'exposent à une amende de 450 €. Il s'agit bien sûr de lutter contre la pollution de l'air. En effet, brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules fines que 13 000 km parcourus avec une voiture diesel récente. Allez, on termine par un rappel. Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur les listes électorales en vue des élections européennes. Je vous rappelle qu'elles sont prévues le 26 mai en un seul tour. Les démarches sont à faire auprès de votre mairie ou sur le site internet démarche.intérieur.gouv.fr. André Benkemoun, merci encore d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir accueillis. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour le numéro 78 de Citoyen Mag, les acteurs de l'État à votre service.